Vous pourriez croire que nos télescopes sophistiqués nous offrent une vision complète de la Lune, mais il n'en est rien. Au pôle sud de notre satellite se trouvent d'immenses cratères que la lumière n'a pas touchés depuis des lustres. Ils demeurent plongés dans une obscurité totale, plus glaciale que Pluton, et pratiquement insondable. Pourtant, il nous faudra peut-être affronter ces ténèbres, si nous souhaitons explorer l'espace, car elles dissimulent des ressources essentielles au maintien de la vie et au voyage lointain. Oui, il s'agit bien d'eau, emprisonnée sous forme de minuscules cristaux dans le sol lunaire. Or, la présence d'eau dans l'espace constitue toujours une bonne nouvelle. Vous avez sans doute entendu que les chercheurs traquaient aussi cette substance sur Mars. Si la planète rouge abritait quelques réserves d'eau sous sa surface, l'hypothèse d'une vie passée deviendrait réellement plausible. Même la découverte de simples microbes représenterait une avancée majeure pour l'humanité. Voilà pourquoi les astromobiles inspectent les cratères martiens et forannent le terrain avec la minutie de jardiniers spatiaux chevronnés. Aussi remarquable que puisse être la présence d'eau sur Mars, celle présente sur la Lune pourrait nous être encore plus utile à court terme. La raison en est double, la distance et la faible gravité de notre satellite. Nous pouvons l'atteindre en 3 jours, ce qui est dérisoire. Il faut pas moins de 7 jours pour rejoindre New York depuis Londres en croisière. Mais surtout, la Lune offrirait un véritable relais. Un lieu où faire halte, se ravitailler et repartir afin de poursuivre nos explorations. La gravité lunaire ne représente qu'un 1/6 de celle de la Terre. Et cela ne sert pas seulement à se divertir en bondissant comme un cabri. Cette différence implique que le lancement de fusées depuis notre satellite serait bien moins exigeant que depuis la Terre, où il faut brûler des quantités colossales de carburant simplement pour s'arracher à l'atmosphère. Songez par exemple à Saturne V, la fusée qui transporta les équipages des missions Apollo. Elle était composée à plus de 90% de carburant, rien que pour quitter le sol. Sur la Lune, cependant, la mise à feu d'une fusée est nettement plus simple, ce qui permettrait d'emporter de plus grandes charges tout en consommant moins de carburant, comme si vous pouviez partir en voyage avec une valise bien plus grande. Si nous parvenions à exploiter la glace lunaire pour fabriquer un combustible spatial, notre satellite deviendrait une escale pratique et abordable pour l'exploration du système solaire. En outre, grâce à quelques procédés chimiques élémentaires, il serait possible d'extraire de l'oxygène de l'eau pour respirer ou alimenter nos moteurs, sans oublier que les astronautes auraient besoin d'eau pour boire et cultiver des plantes sur une base lunaire. Que savons-nous donc des découvertes récentes ? Durant longtemps, les scientifiques pensaient la Lune totalement aride. Mais en 2009, la NASA fit s'écraser une fusée dans un cratère, provoquant une gerbe de glace et de vapeur, presque un feu d'artifice, qui confirma enfin la présence d'une certaine quantité d'eau. Mais laquelle ? Apparemment, assez pour compter. Les données indiquent que les régions polaires pourraient receler des centaines de millions de tonnes de glace, certaines estimations avançant environ 590 millions de tonnes, soit l'équivalent du poids de 460 millions de voitures. Ce ne sont pas des lacs, certes, mais cela demeure considérable, et il pourrait même y en avoir davantage. Cette eau pourrait également aider à révéler d'intrigants secrets scientifiques. Cette glace est très ancienne, et agit comme une capsule temporelle issue des premiers instants du système solaire. L'analyse de ces molécules figées pourrait nous éclairer non seulement sur la manière dont l'eau a atteint la Lune, mais aussi sur son apparition sur Terre. Mais alors, que fait toute cette eau sur la Lune, et comment y est-elle parvenue ? Les chercheurs estiment qu'une partie aurait voyagé sur des comètes et des astéroïdes il y a des milliards d'années. Nombre de ces corps transportant de la glace qui se seraient finalement déposés dans les régions polaires. Une autre source possible réside dans l'interaction du vent solaire avec la surface lunaire. Quelles que soient ses origines, l'essentiel tient à l'endroit où cette glace s'est accumulée, au cœur des cratères polaires. Et même si l'on n'en retrouve ailleurs que dans ceux du pôle sud, c'est là que se trouveraient les réserves les plus vastes et les plus stables. Certains de ces cratères sont immenses. L'un des plus connus, le cratère Shackleton, excède 21 km de large et atteint plus de 3 km de profondeur, une échelle presque 2 fois supérieure à celle du Grand Canyon. La Lune n'incline son axe que d'environ 1 degré, si bien que le Soleil ne franchit jamais les rebords de ces profondes cuvettes polaires. Les températures y chutent jusqu'à près de moins 240 degrés Celsius. Toute eau ou substance chimique prise dans ce sol gelé demeure ainsi emprisonnée, comme dans un gigantesque congélateur. Ce qui intrigue particulièrement, c'est qu'au pôle sud coexistent des zones plongées dans une nuit éternelle, et, tout près,
des crêtes montagneuses baignées d'une lumière presque continue, que les chercheurs nomment les pics de lumière éternels. Elle constitua des emplacements parfaits pour installer des panneaux solaires, tout en restant à proximité des réserves de glace enfouies. Les pôles lunaires sont les seuls lieux connus du système solaire où le jour perpétuel et la nuit sans fin se rencontrent. Mais cette nuit éternelle n'est pas seulement captivante, elle s'avère redoutablement dangereuse. Le terrain y est impitoyable, impossible à reproduire fidèlement sur Terre, et nous ignorons même l'aspect réel de ces lieux depuis l'intérieur. C'est pire que d'explorer l'extrême nord de l'Antarctique en ayant les yeux bandés. Dès lors, cette eau potentielle est-elle réellement accessible? C'est la question à plusieurs milliers de milliards de dollars. Certes, de l'eau existe, mais l'atteindre ne reviendra pas à prélever une simple portion de glace. Il s'agit en réalité de cristaux minuscules, mêlés à la poussière lunaire. Et pour les exploiter, il faudrait des machines capables de creuser, de chauffer le sol, puis de capturer la vapeur avant qu'elle ne s'échappe dans le vide spatial. S'ajoute ensuite le gel extrême. Même si un humain ou un rover parvenait à descendre sans danger au fond d'un cratère, la progression y serait presque impossible. Les batteries comme les instruments céderaient rapidement, et l'usage de panneaux solaires ou d'équipements électroniques est exclu. Ils gèleraient en quelques minutes. Toutefois, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA recourt à divers radars et capteurs pour sonder la structure interne de ces cratères, et un outil encore plus performant est désormais disponible. ShadowCam, une caméra d'une sensibilité telle qu'elle saisit des détails dans une luminosité 100 fois plus faible que ce que l'œil humain peut percevoir. Un véritable dispositif ultime de vision nocturne. Grâce à elle, nous pouvons enfin cartographier ces gouffres, sans y poser le pied. C'est pourquoi les ingénieurs imaginent toute une gamme de solutions. Certains projets envisagent des rovers alimentés par l'énergie nucléaire, dotés de phares capables de percer l'obscurité. D'autres conçoivent des robots qui descendraient les parois en rappel ou bondiraient sur le sol, à la manière des chasses sauteuses. Il existe même des concepts de foreuses, aptes à liquéfier le sol gelé et à piéger la vapeur d'eau, comme la condensation qui se forme sur une canette glacée. Le point positif, c'est que cette eau ne risque pas de disparaître. Elle restera en attente jusqu'à ce que notre technologie progresse. Cela dit, les agences spatiales avancent déjà à grands pas. Plus d'une demi-douzaine de missions sont d'ailleurs prévues dans les prochaines années. Le programme Artemis de la NASA se prépare à renvoyer des astronautes autour de la Lune avant de les acheminer jusqu'au pôle Sud. La mission chinoise Chang'e 7 projette d'examiner ces cratères obscurs, tandis que des entreprises privées comme Firefly et Blue Origin s'organisent pour acheminer du matériel et mener diverses expériences. Voici maintenant un fait supplémentaire, moins connu mais tout à fait remarquable. La Lune dégage une odeur. Lorsque les astronautes d'Apollo ont rapporté de la poussière lunaire dans leur module, celle-ci a réagi avec l'oxygène de l'habitacle et a émis une fragrance très prononcée. Ils la comparaient à celle de la poudre à canon ou de feux d'artifice. Cette poussière n'a pourtant rien de commun avec la poudre noire, mais ces particules, restées des milliards d'années dans l'espace, se sont révélées extrêmement réactives, dégageant aussitôt ce parfum fumé. Les futurs explorateurs le remarqueront eux aussi, car cette poussière adhère à pratiquement tout. Espérons qu'en plus du reste, les scientifiques mettront au point des systèmes de purification de l'air pour les bases lunaires. Le 23 août 2023, une date mémorable, marquée par l'atterrissage historique du vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, une région qui nous est invisible depuis la Terre. Pourquoi cette zone lunaire intrigue-t-elle tant les scientifiques? La réponse réside dans son trésor caché, de la glace lunaire. Ce secteur est supposé en contenir davantage que le pôle Nord. L'enthousiasme des scientifiques est donc compréhensible. Cette glace constitue une précieuse source d'eau gelée, essentielle pour établir une base lunaire permanente, voire même pour alimenter des missions à destination de Mars. Les scientifiques connaissent l'existence de cette glace depuis plus de 2 décennies, depuis qu'une sonde spatiale de la NASA est tombée dessus par accident au cours d'une mission. Puis, en 2018, l'agence spatiale a partagé ses conclusions et confirmé avec certitude l'abondance d'eau dans le pôle sud lunaire. Imaginez les futurs colons lunaires exploitant cette ressource afin de soutenir la vie dans ce désert spatial aride. Par ailleurs, en décomposant l'eau en oxygène et en hydrogène,
nous pourrions obtenir de l'air et du carburant pour fusées. Cela rendrait les missions lunaires plus réalisables et autonomes. De plus, cette glace ancestrale, peut-être aussi vieille que la Lune elle-même, offre une fenêtre fascinante sur le passé, susceptible de révéler les mystères profonds de la Lune et de la Terre. Mais il s'avère que l'eau n'est pas du tout rare dans l'espace. De nombreuses planètes pourraient potentiellement abriter la vie. Nous le savons grâce à la détection de vapeurs d'eau autour des étoiles, dont la composition est remarquablement similaire à celle de l'eau présente dans notre propre système solaire. Cette découverte suggère que l'eau sur Terre provient initialement de l'espace. Elle se forme autour des étoiles dans un nuage de vapeur extrêmement chaud, puis se transforme en glace, qui se fixe à de minuscules particules de poussière. Ces particules s'agglomèrent au fil du temps pour devenir de plus gros objets, comme des comètes et des planètes. Certaines de ces formations, en effet, deviennent les corps célestes de notre propre système solaire. C'est ainsi que l'eau se répand à travers l'univers. Et c'est probablement ainsi qu'elle est arrivée sur notre planète, et sur la Lune. Les scientifiques pensent que la glace lunaire pourrait avoir voyagé jusqu'ici il y a bien longtemps, peut-être transportée par des astéroïdes riches en eau qui ont percuté la surface lunaire. Tout cela a de grandes implications pour nous. Le pôle sud de la Lune représente un site idéal où établir une base lunaire durable. Imaginez des dômes en briques, connectés par des tunnels souterrains, et peuplés de gens s'affairant à pianoter sur des ordinateurs. D'autres parcouraient le paysage lunaire dans leur Jeep, en route pour extraire de précieuses ressources. Nous avons quelques idées vraiment intéressantes sur la manière de construire cela. Au lieu de transporter des abris lourds et coûteux depuis la Terre, pourquoi ne pas adopter une approche plus efficace? Au fil de notre longue histoire, à chaque exploration de nouveaux territoires, nous avons toujours su exploiter les ressources locales afin de survivre et de prospérer. C'est ainsi que nous nous sommes étendus à travers notre propre planète. Pourquoi ne pas appliquer la même stratégie à la Lune? Vous vous demandez peut-être quelles ressources la Lune pourrait offrir. Nous savons qu'il s'y trouve de la glace, qui peut être transformée en eau, mais la Lune manque cruellement d'une végétation luxuriante et de nourriture comestible. Cela peut ne pas sembler évident, mais la Lune a effectivement quelque chose à offrir. Des ressources minérales et une abondance de lumière solaire. Contrairement à la Terre, où le soleil se lève et se couche quotidiennement, les pôles lunaires offrent un spectacle unique. Le soleil y transite gracieusement le long de l'horizon toute la journée, fournissant ainsi une source d'énergie quasi ininterrompue. Imaginez vivre dans un monde baigné d'une lumière solaire perpétuelle. Les panneaux solaires vont adorer. Et moi, peut-être pas autant. Par ailleurs, nous pouvons utiliser non seulement la lumière du soleil, mais aussi sa chaleur. À vrai dire, nous devrions vraiment tout exploiter. Si nous avons un excédent de métal lors de la production d'oxygène, trouvons également une utilité à ce métal. Nous devons traiter l'environnement de manière responsable, non seulement sur Terre, mais aussi sur la Lune. C'est pourquoi les scientifiques apprennent à transformer la ressource lunaire la plus abondante, le régolithe, en briques solides. Ils se sont montrés très inventifs pour découvrir comment façonner des briques lunaires. Les chercheurs envisagent d'utiliser la chaleur du soleil pour faire fondre la poussière lunaire, couche après couche, en créant essentiellement une imprimante 3D pour la poussière lunaire. Les ingénieurs ont également conçu des briques en utilisant des fours solaires et en bombardant le sol lunaire de micro-ondes. Ils sont devenus très habiles à cela. Peut-être qu'un jour nous établirons une petite usine de briques sur la Lune et construirons des maisons en régolithe. Ce serait comme Minecraft dans la vie réelle. Dès que vous trouvez un nouveau matériau intéressant, vous construisez une petite maison avec. Si cela réussit, ces briques pourraient être utilisées pour construire des bâtiments entiers, en recouvrant potentiellement des modules gonflables, ou en donnant une seconde vie à des atterrisseurs abandonnés. Alors, les astronautes devront-ils devenir des maçons qualifiés? Pas nécessairement. Il nous faudra créer un système automatisé de robots travaillant en collaboration. Les humains superviseront bien sûr le chantier. En dépit de toute cette automatisation, les scientifiques estiment que vivre sur la Lune sera, eh bien, disons-le, confortable. Les plans pourraient inclure des quartiers d'habitation superposés ou des zones polyvalentes. Cependant, il y aurait également quelques défis à relever. Sur la Lune, les conditions sont extrêmement rigoureuses. Imaginez des températures brûlantes pouvant atteindre jusqu'à 100 degrés Celsius pendant la journée et chutant à un glacial moins 290 degrés la nuit. Il n'y a pas que le climat qui pose problème. La Lune est constamment exposée aux radiations solaires,
aux rayons cosmiques et aux impacts de micrométéorites. Tous ces facteurs usent progressivement tout ce qui se trouve à sa surface. Un autre grand défi est la poussière lunaire. Sur la Lune, il n'y a pas d'air à respirer, et cette poussière peut causer de graves problèmes. Ce n'est pas une poussière ordinaire. Elle est extrêmement collante, et peut même provoquer des éternuements et des larmoiements chez les astronautes, comme une sorte de rhume des foins lunaires. De plus, elle peut endommager les équipements et les combinaisons spatiales. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Les scientifiques ont découvert que cette poussière était produite lorsque des météores frappaient la Lune, créant ainsi de minuscules particules et des éclats de verre tranchants. Elle est toxique, et ces petites particules peuvent flotter dans la faible gravité lunaire, rendant la respiration difficile. Contrairement à la Terre, la Lune n'a ni vent ni pluie pour nettoyer cette poussière. Les chercheurs s'attellent donc à ce problème pour découvrir comment empêcher cette nuisance de compromettre leur mission. Il y a plus à cet havre lunaire qu'il n'y paraît. Les scientifiques souhaitent également explorer les mystères des ondes électromagnétiques à basse fréquence présentes là-bas. Ces ondes sont des murmures provenant des confins de l'univers. Des signaux insaisissables qui nous sont restés cachés depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, nous n'avons capté qu'une cacophonie de bruits de fond radio. Mais sur la face cachée de la Lune, nous pourrons enfin les enregistrer et les étudier. Étudier ces ondes aidera les chercheurs à dévoiler les secrets des origines de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de la Terre ou de la Lune, mais de remonter au tout premier commencement de notre monde. Notre nouveau laboratoire lunaire pourrait nous aider à redéfinir de façon permanente notre compréhension du cosmos. La NASA a de grands projets pour la Lune. La mission Artemis a effectué un retour réussi sur Terre en décembre 2022, après près d'un mois dans l'espace, voyageant bien au-delà de la Lune. Cette mission a éprouvé les capacités des dernières avancées techniques qui nous aideront à explorer la planète Mars. L'objectif d'Artemis est d'établir une présence durable sur la Lune. La NASA ambitionne de créer une passerelle, comme une station spatiale en orbite autour du satellite, pour faciliter les atterrissages. Il est prévu qu'Artemis 2 transporte des astronautes en orbite lunaire en 2024. Et lors d'Artemis 3, qui devrait avoir lieu au milieu de la décennie, 2 astronautes se poseront près du pôle sud de la Lune. Il est tout à fait possible qu'une base lunaire soit construite au cours des années à venir. Alors, restez à l'écoute. Voici un cratère typique sur la Lune. Il est là parce qu'autrefois, un astéroïde s'y est écrasé. En effet, un cratère lunaire se forme lorsqu'un astéroïde, un météoroïde ou une comète percute la surface lunaire. Et comme vous pouvez le constater, cela s'est produit très souvent. Pourtant, l'un de ces cratères s'est formé d'une manière très différente. Alors, comment est-il apparu? Revenons brièvement en arrière. Une hypothèse largement admise avance que la Lune elle-même résulte d'une collision, à l'image de ces cratères, mais d'une ampleur sans commune mesure. Cet événement remonte à environ 4,46 milliards d'années, lorsqu'une planète massive, de la taille de Mars et baptisée Theia, est entrée en collision avec la Terre. L'impact a projeté d'importants débris en orbite, lesquels se sont progressivement agglomérés pour former la Lune. Durant un certain temps, celle-ci n'était qu'une immense masse de lave. Or, du fait de sa proximité avec la Terre, la gravité terrestre la comprimait continuellement, accentuant encore sa chaleur. Finalement, la Lune s'est éloignée, s'est refroidie et a développé une croûte rocheuse. Poursuivons. Il y a environ 4,3 milliards d'années, un astéroïde de la taille d'un petit pays, comparable au Népal, bien plus grand que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures, a percuté la face cachée de la Lune. Il a créé un immense cratère appelé le bassin pôle Sud-Aitken. Celui-ci atteint jusqu'à 8 km de profondeur et environ 2500 km de largeur. À titre de comparaison, cela correspond à peu près à la distance entre New York et Dallas, avec une profondeur suffisante pour engloutir le mont Everest. Les scientifiques pensent ainsi que cet impact a pu extraire et disperser des matériaux anciens issus des profondeurs lunaires, un mélange nommé CRIP, regroupant le potassium, les éléments de terre rares et le phosphore. Il s'agit d'une véritable capsule chimique, datant de l'époque où la Lune était encore un océan de lave. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette région pourrait s'avérer encore plus intéressante d'un point de vue scientifique. Jusqu'à récemment, les chercheurs pensaient que l'astéroïde était arrivé par le sud, frappant en remontant et dispersant des matériaux radioactifs, ce fameux CRIP.
autour du bord nord du cratère. Cependant, des analyses plus approfondies ont révélé que l'impact provenait en réalité du nord, ce qui implique que ces matériaux précieux se sont concentrés sur le rebord sud. Or, la mission Artemis 3 de la NASA cible précisément cette région méridionale. Les chercheurs ont commencé à douter de l'ancienne théorie de l'impact venant du sud, en comparant ce cratère lunaire à d'autres du système solaire, notamment Hellas Planitia sur Mars et la plaine Spoutnik sur Pluton. Observez-les. Tous trois présentent une forme singulière de larme, ou d'avocat, large d'un côté et effilée de l'autre. Or, cette extrémité pointue indique généralement la direction d'arrivée de l'astéroïde. Dans le cas du bassin pôle sud-Aitken, cela montre que l'impact était venu du nord, et non du sud. Pour le confirmer, les chercheurs ont examiné d'anciennes données issues de la mission Lunar Prospector de la NASA, qui a orbité autour de la Lune entre 1998 et 1999. Cette sonde a mesuré la présence d'éléments radioactifs à la surface et mis en évidence de fortes concentrations de thorium, un composant essentiel du CRIP, le long du rebord sud-ouest du bassin. La mission Artemis 3 constitue aujourd'hui le grand projet de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Si le calendrier est respecté, le lancement est prévu pour la mi-2027, juste après l'achèvement d'Artemis 2. Cette dernière, attendue avant avril 2026, servira de répétition générale. Les astronautes orbiteront autour de la Lune, sans atterrir, afin de vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Artemis 3 marquera la véritable étape décisive, avec un alunissage prévu près du pôle Sud, sur l'un des 9 sites sélectionnés par l'agence spatiale. Toutefois, le calendrier demeure incertain, les missions Artemis 2 et 3 ayant déjà connu plusieurs retards. Artemis P1 a été lancé en 2022. Il s'agissait d'un vol d'essai sans équipage qui a contourné la Lune avant de revenir sans encombre. La mission suivante, Artemis 2, emmènera des astronautes plus loin dans l'espace. Viendra ensuite Artemis 3, étape majeure au cours de laquelle les astronautes devraient séjourner environ une semaine à la surface lunaire afin de mener des travaux scientifiques avant de regagner la Terre. Par la suite, Artemis 4 et V auront pour objectif de construire puis d'agrandir une nouvelle mini-station spatiale en orbite lunaire, baptisée Gateway. Il s'agit d'une sorte de halte orbitale. Les astronautes pourront s'y amarrer, y séjourner brièvement, mener des expériences et se préparer aux alunissages. La NASA développe ce projet avec le concours de l'Agence spatiale européenne, du Japon et d'autres partenaires. Les astronautes voyageront à bord du vaisseau Orion, lancé par le Space Launch System de la NASA, une fusée gigantesque, plus haute que la Statue de la Liberté, et suffisamment puissante pour atteindre la Lune. Pour l'alunissage, ils emploieront le Starship HLS. L'atterrisseur de SpaceX devrait acheminer les premiers équipages jusqu'à la surface lunaire, une fois sa capacité à atterrir en toute sécurité démontrée. À long terme, la NASA ne compte pas s'arrêter là. L'objectif est de la Lune jusqu'à Mars. Les enseignements d'Artemis pourraient ainsi permettre d'établir une base lunaire, puis d'envoyer des humains vers la planète rouge. Et qui sait, lorsque des humains fouleront de nouveau la Lune, peut-être parviendront-ils à élucider un autre mystère. Des lueurs, éclats ou faisceaux lumineux qui illuminent parfois notre satellite. Approfondissons cette énigme. Dans la nuit du 19 avril 1787, l'astronome William Herschel observa un phénomène étrange. Une lumière brillante apparaissant sur la partie sombre de la nouvelle Lune. Elle resta visible pendant plusieurs heures et rivalisait presque avec l'éclat de la nébuleuse d'Orion. Il s'agissait probablement de ce que l'on nomme aujourd'hui des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT, c'est-à-dire de brefs éclairs ou changements de couleur à la surface de la Lune. Les PLT peuvent se manifester sous forme de zones lumineuses, de taches rouges ou violettes, voire de nuages diffus, apparaissant puis disparaissant rapidement. Au cours des 2 derniers millénaires, environ 3000 de ces manifestations ont été recensées, à l'aide de télescopes, de caméras ou simplement à l'œil nu. Que se passe-t-il réellement? Il n'existe pas de réponse unique. De nombreux phénomènes peuvent provoquer des PLT, allant des impacts de météores au dégagement de gaz, voire à des activités électriques. La durée de ces éclairs, variant d'une fraction de seconde à plusieurs heures, fournit aux scientifiques des indices précieux sur l'origine de chaque manifestation lumineuse. Ces éclats extrêmement brefs, durant moins d'1 minute, sont très probablement dus à l'impact de minuscules roches spatiales sur la Lune. Même un météoroïde du poids d'une boule de billard peut frapper la surface lunaire avec une force suffisante pour la faire brièvement briller. La chaleur dégagée par l'impact illumine alors les roches, avant que cette lueur ne disparaisse lors de leur refroidissement.
Longtemps, les chercheurs ont soupçonné que ces éclairs provenaient d'impacts de météores, sans pouvoir le démontrer. Il a fallu attendre les années 1990, lorsque les caméras à haute vitesse sont devenues courantes en recherche lunaire, pour envisager une preuve. Même alors, la confirmation restait délicate, car ces éclairs pouvaient résulter de défauts de caméra ou de parasites électriques. La seule méthode fiable consistait à observer simultanément le même phénomène depuis plusieurs sites. Cela s'est produit pour la première fois lors de la pluie de météores des Léonides en 1999, lorsque de véritables éclairs d'impact ont été enregistrés sur la Lune. Par la suite, d'autres observations ont confirmé que notre satellite est fréquemment bombardé. Si ces éclairs semblent se concentrer dans certaines régions, comme l'Oceanus Procellarum, l'une des vastes plaines sombres lunaires, cela s'explique probablement par la localisation des instruments d'observation. Une étude publiée en 2024 a montré que les météoroïdes frappent en réalité la Lune de manière uniforme. Les éclairs durant plusieurs minutes semblent, en revanche, avoir une origine différente. Des dégagements de gaz provenant de l'intérieur même de la Lune. Des études menées en 2008 et 2009 ont montré que lorsque des gaz, tels que le radon, s'accumulent sous la surface lunaire, ils peuvent s'échapper brutalement. Quand ce gaz radioactif est libéré puis se désintègre, il émet une faible lueur observable depuis la Terre. Fait notable, ces zones lumineuses coïncident souvent avec des régions où des concentrations élevées de radon ont déjà été mesurées. Il existe enfin des phénomènes lumineux de longue durée, persistants durant des heures, semblables à la lueur observée par William Herschel en 1787. Une étude de 2012 a suggéré qu'il pourrait être lié au vent solaire, un flux de particules chargées émis par le Soleil. Lorsque ce vent frappe la poussière lunaire, il peut électriser les particules et les projeter au-dessus de la surface, formant d'immenses nuages de poussière, atteignant jusqu'à 100 km de hauteur. Ces nuages en suspension pourraient dévier ou réfléchir la lumière d'étoiles ou de planètes proches, donnant l'illusion que la Lune elle-même brille. Espérons que les missions Artemis apporteront des réponses lorsque l'exploration commencera. Oh, comme j'ai hâte! En 2024, la Terre a été rejointe par une mini-lune qui a orbité autour de notre planète pendant 2 mois. Elle est restée un moment, a accompli quelques tours, puis, comme tout invité courtois, elle est repartie. Elle a repris son chemin autour du Soleil. Cependant, les astronomes indiquent à présent qu'un autre rocher accompagne la Terre non pas depuis quelques semaines, mais depuis 60 ans. C'est un phénomène rare et singulier, désormais qualifié de quasi-lune. Mais que signifie exactement ce terme? S'agit-il d'un satellite de secours? À la différence de notre Lune, à la fois mystérieuse et fascinante, qui éclaire nos nuits et affecte les loups-garous, une quasi-lune ne gravite pas autour de la Terre. Elle suit plutôt une orbite autour du Soleil, en quasi-parfaite synchronisation avec nous, comme un coureur qui effectue un marathon à votre rythme. L'espace n'est calme qu'en apparence. En vérité, il est plutôt chaotique. Le Soleil, la Lune, la Terre et même les autres planètes s'attirent constamment, tout comme les petits corps célestes tels que ces rochers. La plupart des astéroïdes ne peuvent maintenir cet équilibre fragile longtemps. Ils sont soit dérivés vers une nouvelle orbite, soit attirés vers la Terre, soit projetés dans l'immensité de l'espace. Voilà pourquoi il est rare d'en observer plus d'un ou deux simultanément. La plupart ne peuvent conserver cet équilibre. Ils font partie d'une famille plus vaste appelée les co-orbitaux. En réalité, les astronomes les classent en différents types selon leur mouvement relatif à la Terre. Mais contrairement à la véritable Lune, qui nous accompagne depuis les origines, ces visiteurs ne restent pas éternellement à nos côtés. Certains nous accompagnent pendant quelques décennies, d'autres pendant plusieurs siècles, avant de s'éloigner sous l'effet de la gravité d'un autre corps céleste. Un peu comme un chien qui file chez le voisin après avoir perçu l'odeur du bacon. Une autre caractéristique des quasi-lunes est leur taille. La plupart sont minuscules, à l'échelle d'un bâtiment, voire plus petites encore. Elles sont si peu lumineuses qu'elles peuvent se cacher parmi les étoiles. Pourtant, elles demeurent importantes. En les étudiant, les astronomes apprennent comment se déplacent les petits objets proches de la Terre et combien de temps ils peuvent rester captifs de sa gravité. Les quasi-lunes se trouvent plus proches que d'autres astéroïdes sur la même trajectoire, ce qui faciliterait leur accès. Un jour, elles pourraient servir de tremplin dans l'exploration spatiale. La Terre a déjà eu quelques-uns de ses compagnons, comme 2016 HO3, surnommé le compagnon permanent de la Terre.
Il ne mesure qu'environ 90 mètres, mais suit notre rythme depuis près de 100 ans et pourrait continuer encore plusieurs siècles. Mais qu'en est-il du plus récemment découvert? Les chercheurs l'ont baptisé 2025 PN7. Comme nous l'avons dit, il se trouve avec nous depuis 60 ans et devrait rester à nos côtés encore environ 68 ans. Il est passé longtemps inaperçu en raison de sa taille extrêmement réduite, à peine 19 mètres de diamètre, soit à peu près la longueur d'une piste de bowling. Cela répond à la question de savoir si vous pourriez l'apercevoir vous-même, quand bien même vous sauriez précisément où regarder. Son histoire demeure quelque peu mystérieuse. Les astronomes n'ont pas encore déterminé sa composition. Pour l'instant, la seule chose que nous connaissions avec certitude est sa trajectoire. Certains quasi-lunes ne sont que des astéroïdes proches de la Terre tombés dans une orbite idéale, tandis que d'autres semblent être des fragments de la Lune elle-même. Par exemple, Kamoa-Lewa, une autre quasi-lune, reflète la lumière presque de la même façon que les roches lunaires rapportées lors des missions Apollo. Pour cette raison, certains chercheurs pensent qu'il pourrait provenir d'un ancien impact massif. Il y a également 2024 PT5, une mini-lune temporaire, découverte à la fin de l'an dernier. Son étude révèle une surface ressemblant à du basalte lunaire, suggérant qu'elle proviendrait probablement de la Lune. Alors, comment ces quasi-lunes parviennent-elles à maintenir leur équilibre cosmique? C'est une simple illusion orbitale. Rappelez-vous, PN7, comme les autres quasi-lunes, ne tourne pas réellement autour de la Terre. Pour nous, il semble dessiner de paresseuses boucles le long de la trajectoire terrestre, comme des gribouillis dans l'espace. Pourtant, il ne prend jamais trop de retard ni ne s'éloigne trop. Les astronomes parlent de résonance 1 à 1. En clair, il effectue un tour autour du Soleil, chaque fois que la Terre en fait un. Autre question intéressante. Si ces quasi-lunes sont si proches de la Terre, pourquoi notre gravité ne les attire-t-elle pas? D'autant qu'elles sont petites et paraissent d'un proche. C'est qu'elles ne le sont pas réellement, quoiqu'elles appartiennent au groupe des objets géocroiseurs. Notre Lune se trouve à environ 384 000 km, tandis que ses compagnons circulent autour du Soleil à des millions de kilomètres, bien au-delà de l'influence gravitationnelle terrestre. Cette attraction se manifeste dans une zone appelée la sphère de Hill, où la gravité de la Terre domine celle du Soleil. Imaginez-la comme une bulle d'un rayon d'environ 1 600 000 km. Tout objet à l'intérieur peut être capturé comme notre Lune. Dès que l'objet sort de cette bulle, le Soleil reprend ses droits. C'est exactement ce qui est arrivé à PT5, qui a été notre satellite légitime pendant 2 mois en 2024. En entrant dans la sphère de Hill, il a été temporairement capturé par la gravité terrestre et est ainsi devenu une mini-lune. Mais, étant de petite taille et se déplaçant rapidement, il a finalement glissé hors de cette bulle, et la gravité solaire l'a de nouveau emporté. Un autre type de coorbiteur, en dehors des quasi-lunes et des mini-lunes, est celui que l'on appelle les orbiteurs en fer à cheval. Ces roches spatiales ne s'éloignent pas beaucoup, mais depuis la Terre, elles semblent nous dépasser, ralentir, puis glisser derrière nous, avant de répéter le mouvement. C'est un peu comme une voiture de police banalisée vous suivant dans la circulation, changeant constamment de voie et revenant en arrière pour que vous ne la remarquiez pas. Suivez leur trajectoire depuis la Terre, et elles dessinent au fil du temps une grande forme de fer à cheval, d'où leur nom. Et ce ne sont là que les principaux co-orbiteurs. Il en existe en réalité beaucoup d'autres. Bien devant nous et bien derrière nous dans l'espace, certaines roches particulières, appelées astéroïdes troyens, occupent 2 positions spécifiques, une à 60 degrés devant la Terre, l'autre à 60 degrés derrière. Imaginez faire du vélo avec un ami bien en avance et un autre bien en retard, tous deux maintenant la même vitesse que vous. C'est exactement le comportement des Troyens. Ces zones, appelées points de Lagrange, sont des régions stables où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil se compensent parfaitement. Lorsqu'un objet s'y trouve, il peut y rester des millions d'années sans dériver. Jupiter possède des milliers de ses compagnons, tandis que la Terre n'en a que quelques-uns. Il existe ensuite les objets à orbite en forme de tétard, qui ne restent pas parfaitement immobiles dans un point de Lagrange, mais oscillent autour dans de larges boucles semblables à des haricots. Et si cela ne suffit pas à vous déconcerter, il existe aussi les Troyens sauteurs, les indécis. Ces corps célestes ne peuvent pas y choisir un camp. Ils restent quelques milliers d'années dans le hamac avant, puis dérivent lentement vers celui derrière nous, et inversement.
rare, étrange et fascinant. Ainsi, même si la Terre n'a qu'une seule grande lune dans le ciel, elle possède en réalité un groupe de compagnons spatiaux discrets. Certains décrivent des boucles, d'autres suivent, d'autres se cachent dans les recoins. Revenons maintenant au super pouvoir de notre lune. Elle influence les marées, ralentit la rotation de la Terre et contribue à stabiliser l'inclinaison de notre planète. Sans elle, nos jours seraient plus courts, nos nuits plus sombres et les saisons bien plus chaotiques. La Lune joue aussi le rôle d'un immense bouclier, absorbant ou déviant certaines roches spatiales qui pourraient autrement heurter la Terre. Sans oublier son influence culturelle. Elle a inspiré mythes, calendriers, chansons d'amour et des millions de promenades mélancoliques sous la nuit étoilée. Les quasi-lunes ne peuvent y rivaliser. Mais elles restent importantes à leur manière. Chaque quasi-lune nouvellement découverte nous aide à comprendre comment ces petits corps survivent dans tout ce chaos cosmique. En étudiant leur environnement, nous apprenons également sur nous-mêmes. Ils affinent notre capacité de détection et permettent d'améliorer nos modèles. Ainsi, bien qu'ils n'illuminent jamais le ciel nocturne, ils jouent néanmoins un rôle discret mais précieux dans la compréhension de notre singulier voisinage cosmique. La Terre n'a pas une mais 7 lunes. Au moins 7, il pourrait y en avoir plus. Savoir cela change complètement notre vision du monde, n'est-ce pas ? Cela signifie-t-il que nous allons coloniser non pas un, mais 7 corps célestes et disposer de 7 bases lunaires ? Aurons-nous un jour le choix du satellite naturel ou passer nos vacances spatiales ? Bon, ce n'est pas si simple. Ces lunes dont je parle sont un peu différentes. On les appelle des mini-lunes. Il n'existe pas de définition officielle de ce qu'est une mini-lune, parce que, bien sûr, les scientifiques ne sont jamais d'accord sur rien, mais l'idée générale est la suivante. C'est une roche spatiale qui se retrouve temporairement piégée par la gravité terrestre, effectue au moins une boucle complète autour de nous, et à un moment donné, s'approche assez près, à une distance équivalente à 4 fois celle de la Lune, par exemple. En gros, si elle s'approche suffisamment pour affoler les astronomes, ça compte. Notre Terre reçoit la visite de ces petites lunes de temps en temps. Elles passent, traînent un moment, puis repartent orbiter autour du Soleil. Parfois, la gravité de la planète attrape des morceaux de débris spatiaux qui se mettent à nous tourner autour un petit moment, comme s'ils s'installaient sur notre canapé avant de reprendre la route. C'est un peu comme du speed dating cosmique. Les scientifiques pensaient que la plupart de ces mini-lunes provenaient de la ceinture d'astéroïdes, un immense tas de débris spatiaux situés entre Mars et Jupiter. Mais certaines découvertes récentes viennent compliquer cette théorie. Il s'avère que certaines de ces petites lunes pourraient en fait être des morceaux de notre propre satellite. Un exemple célèbre, en 2016, un télescope à Hawaï, Pan-STARRS 1, a repéré un étrange petit objet qui traînait près de la Terre. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa. Ça sonne comme un nom de station balnéaire, mais il s'agit en réalité d'un rocher spatial de 100 mètres de large qui orbite autour du Soleil de manière synchrone avec nous. Des études ultérieures ont montré qu'il s'était probablement détaché de la Lune il y a entre 1 et 10 millions d'années, je n'étais pas encore né, lors de la collision avec un objet massif, créant le cratère Giordano Bruno. Et tout récemment, un autre objet a fait son apparition, 2024 PT5. Et devinez quoi ? Il ressemble lui aussi beaucoup plus à un morceau de la Lune qu'à un astéroïde typique. Naturellement, les chercheurs n'ont pas pu résister à l'envie de faire des calculs. L'un d'eux, Robert Jedic, l'expert ultime en mini-lune, et son équipe ont réalisé plusieurs simulations pour déterminer à quelle fréquence des morceaux de Lune pourraient finir par orbiter autour de la Terre. Il s'avère qu'une grande partie de ces débris pourrait effectivement être capturés par la gravité de la planète, du moins pendant un certain temps, et environ 20% d'entre eux pourraient devenir de véritables mini-lunes. Les spécialistes estiment que 6 ou 7 petits cailloux spatiaux provenant de la Lune pourraient être en orbite autour de la Terre en ce moment même. Pas pour toujours. Cependant, ces petits gars ne sont pas très fidèles. En moyenne, une mini-lune reste environ 9 mois avant de repartir pour d'autres aventures. Et parce que de nouveaux débris entrent constamment dans notre voisinage terrestre, le contingent ne cesse de se renouveler. Mais voilà, ces chiffres sont plus qu'incertains. Jedic a même déclaré que lui et son équipe avaient de sérieux doutes, ce qui est la manière la plus scientifique de dire « nous sommes complètement dans le noir à ce sujet. Il y a trop d'inconnus. La taille des explosions lunaires, la vitesse de vol des fragments et la réelle capacité de nos télescopes à voir ces petites choses. Alors oui, cette prédiction pourrait s'avérer totalement fausse. Mais c'est ça, la science. Vous faites une hypothèse farfelue, puis quelqu'un prouve que vous avez tort, et à la fin, nous sommes tous plus intelligents. »
Ces mini-lunes sont super difficiles à repérer. Elles font généralement la taille d'une voiture ou d'un SUV, quelque part entre 1 et 2 mètres de large. Cela peut sembler grand lorsque vous faites un créneau, mais en termes spatiaux, c'est une minuscule miette de pain. Et le problème, c'est qu'elles sont à la fois minuscules et hyper rapides. Pour que nous puissions les voir, elles doivent passer assez près de la Terre pour réfléchir suffisamment de lumière. Mais lorsqu'elles sont aussi proches, elles filent à travers le ciel, comme si elles étaient en retard pour un rendez-vous, ce qui les rend vraiment difficiles à repérer, même avec de puissants télescopes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les scientifiques s'inquiètent. Que se passerait-il si l'une de ces mini-lunes finissait par pénétrer dans l'atmosphère terrestre? Cela pourrait nous confronter à un deuxième événement de Tcheliabinsk. C'était un matin clair et paisible à Tcheliabinsk, et puis, la catastrophe arriva. Il y eut un éclair de lumière si intense qu'il éclipsa le soleil, suivi d'une onde sonore assourdissante qui ébranla les cieux et brisa la réalité, ainsi que quelques milliers de fenêtres. Cela s'est produit le 15 février 2013. Sans crier gare, un rocher spatial de la taille d'une maison a pénétré dans l'atmosphère terrestre à plus de 18 km par seconde. À environ 22 km au-dessus du sol, il a explosé et libéré une immense quantité d'énergie. Du verre est tombé en pluie dans les maisons, les écoles, les bureaux. Plus de 1600 personnes ont été blessées, la plupart par des éclats volants. Et ce n'était même pas un gros astéroïde, juste un galet cosmique comparé à ceux qui rôdent dans l'espace. Heureusement, selon GEDIC, nos scientifiques modernes sont devenus super forts pour repérer des objets aussi petits, même à des millions de kilomètres de distance. Mais il y a un hic, ces objets se déplacent si vite qu'ils n'apparaissent pas sous la forme de points sur les images, comme les objets spatiaux normaux. Ils laissent des traînées, et les ordinateurs détestent vraiment les traînées. Ces traces de mouvement sont plus difficiles à reconnaître pour les algorithmes. Donc, ces petites lunes passent souvent inaperçues. Heureusement, tout n'est pas si sombre. Les chercheurs nous disent que nous avons réussi à en repérer une. 2020 CD3, même si elle n'était visible que 2 nuits sur les 1000 possibles. C'est un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin pendant que la botte de foin tourne. Mais une fois que nous savons où se trouve une mini-lune, il est beaucoup plus facile de la suivre. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Ces petits visiteurs pourraient en fait nous être utiles. Étant donné qu'ils s'approchent tellement de la Terre, y accéder coûterait beaucoup moins cher que de voler jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. Ainsi, des entreprises spatiales pourraient un jour tenter d'en attraper une et d'en extraire des minéraux et d'autres ressources. Scientifiquement, les mini-lunes ont également leur importance. Elles pourraient nous aider à comprendre comment le système solaire s'est formé et comment il continue d'évoluer. Étudier comment des morceaux de la Lune se font éjecter et se transforment en débris orbiteurs pourrait même nous aider à déterminer quel type de dégâts un astéroïde pourrait causer à la Terre. Donc oui, ces petits gars peuvent être rapides, difficiles à trouver et un peu insaisissables, mais ils recèlent des montagnes de secrets. Au fait, la Terre a peut-être eu 2 vraies lunes à un moment donné, et ce n'étaient même pas des mini-lunes. L'une d'elles était notre lune actuelle, et l'autre était sa petite lune de compagnie. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien terminées pour la plus petite. Les scientifiques se demandent depuis des années pourquoi l'une des faces de la Lune, celle que nous voyons toujours, est lisse et plate, tandis que l'autre face, celle qui ne montre jamais son visage, est toute bosselée, croûteuse et bien plus épaisse. On dirait que la Lune possède un joli profil pour les selfies et un côté qui dit « ne me prenez pas en photo ». Donc, selon un nouveau modèle informatique, cette asymétrie pourrait être le résultat d'une collision cosmique au ralenti. La théorie est la suivante. Il y a des millions d'années, notre Lune avait une sœur plus petite qui la suivait dans l'espace. Tout s'est bien passé pendant environ 80 millions d'années. Les 2 lunes avaient la même allure, une composition similaire, la même couleur, simplement, l'une d'elles était 3 fois plus grande que l'autre. Et puis, la gravité a tout bouleversé. Alors que nos 2 lunes dérivaient loin de la Terre, l'attraction gravitationnelle du Soleil est intervenue, perturbant la trajectoire de la petite Lune et l'envoyant finalement s'écraser sur la face cachée de la grande Lune. Ce ne fut pas une explosion énorme digne d'un film d'action. Ce fut plutôt comme un choc lent mais ferme, pas assez rapide pour faire fondre la roche, mais suffisamment pour que l'une des lunes s'enfonce contre l'autre comme une boule de pâte à modeler cosmique. Notre petite Lune n'a pas laissé un grand cratère. Elle s'est essentiellement étalée sur la face cachée du grand satellite, créant ce terrain montagneux que nous voyons aujourd'hui. Après la collision, l'espace tout autour est devenu vraiment chaotique. Des milliards de tonnes de débris lunaires ont été projetés en orbite, et pendant quelques jours, tout le système n'était que poussière, roches et chaos. Et la Terre,
Elle a été bombardée par des morceaux de Lune pendant près d'1 million d'années. Certaines de ces roches spatiales faisaient la taille de villes. Donc, au final, notre satellite naturel pourrait être un mélange de deux lunes fusionnées, une face lisse, une face à jamais marquée par sa jumelle perdue. C'est à la fois tragique, épique, et cela explique pourquoi la Lune est si amochée d'un côté. Alors, on n'a pas réussi à esquiver le coup? Vous souvenez-vous de la ruée vers l'or? Au XIXe siècle, les prospecteurs se pressaient dans les rivières de Californie, un tamis à la main, en quête de fortune. Eh bien, certains scientifiques estiment qu'une nouvelle ruée se profile, non plus sur Terre mais vers la Lune, car il se pourrait qu'une richesse minérale, évaluée à plus de 1000 milliards de dollars, soit enfouie sous sa surface. Une somme vertigineuse. Mais peut-on réellement y accéder? Et surtout, à qui reviendrait ce trésor? Si vous avez déjà observé attentivement des images de la Lune, vous avez sans doute remarqué cette multitude de cavités et de cratères. Notre satellite ressemble à une immense meule de gruyère. On y dénombre plus d'1,3 million cratères de plus d'1 kilomètre de diamètre. Mais concentrons-nous sur les quelques 6500 les plus vastes, excédant les 20 kilomètres. Leur origine ne tient ni aux petits hommes verts, ni à d'étranges taupes lunaires, mais bien aux astéroïdes venus s'y écraser depuis des temps immémoriaux. Les chercheurs ont comparé des relevés lunaires à des échantillons de météorites et, après analyse, ils soupçonnent une immense réserve de platine dissimulée dans ces cratères. Ce qui les enthousiasme, c'est que nombre de ces métaux se situeraient à seulement quelques mètres sous la surface. Dépourvue d'atmosphère, la Lune ne connaît ni vent, ni pluie, ni séisme, capable de tout bouleverser. Ainsi, les impacts d'astéroïdes y ont laissé leur trésor presque intact, enfoui dans la poussière pendant des millions d'années. Chaque cratère agit comme un vaste réceptacle cosmique, piégeant platine, iridium, palladium et autres métaux rares. Sur Terre, il faut creuser à des profondeurs extrêmes pour en extraire d'infimes traces. D'ailleurs, saviez-vous que la plupart de l'or exploitable sur Terre provenait sans doute d'anciennes météorites? Lors de la formation de notre planète, l'or originel s'est enfoncé jusqu'au noyau. Celui que nous extrayons aujourd'hui serait donc issu des roches spatiales ayant percuté la croûte terrestre il y a des milliards d'années. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas plutôt viser les astéroïdes pour y creuser? Tout simplement parce qu'ils sont inaccessibles. Certes, l'idée d'y extraire des minerais est envisageable en théorie, mais la Lune demeure infiniment plus proche et bien plus aisée à atteindre que ces roches errantes. Nous y avons déjà posé le pied et rapporté des fragments sur Terre. Elle nous est donc familière. L'exploiter constituerait une étape plus logique et plus prudente avant de s'attaquer à des astéroïdes au comportement imprévisible. Ceux-ci, néanmoins, figurent déjà sur la liste des futures cibles. Par ailleurs, l'exploitation lunaire ne se résume pas à la recherche de richesses. Certains cratères renferment de la glace d'eau, comme l'ont révélé plusieurs missions, notamment le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et la mission indienne Chandrayaan-1, qui ont détecté des dépôts gelés dans les zones sombres proches des pôles. Cette glace est d'une valeur inestimable, car elle peut être décomposée en hydrogène et en oxygène, les éléments essentiels à la fabrication du carburant spatial, mais aussi purifiés pour servir à la consommation humaine ou à la culture de végétaux. Imaginez que l'on puisse faire le plein des vaisseaux directement sur la Lune, avant de repartir vers d'autres planètes. Non seulement cela paraît impressionnant, mais c'est aussi d'une redoutable efficacité économique et logistique. Une telle solution réduirait considérablement les coûts et les efforts. Et tant qu'à s'y arrêter, pourquoi ne pas y établir une véritable base? L'objectif serait de bâtir une base spatiale entièrement nouvelle et de faire de la Lune un tremplin vers les confins du système solaire. Une telle installation permettrait aux chercheurs d'étudier les phénomènes extrêmes de l'espace, d'expérimenter la construction d'habitats et de tester des robots dans l'authentique poussière lunaire. L'idée d'un avenir où ces machines diffuseront leurs missions en direct depuis la surface de la Lune a de quoi fasciner. Les savoir-faire acquis là-bas seraient décisifs pour s'établir sur Mars ou explorer les lunes de Jupiter et d'autres mondes lointains. Et cela n'a rien d'une utopie. Des sociétés comme Astroforge et Karman Plus développent déjà des technologies d'exploitation minière pour les astéroïdes. Et peut-être bientôt pour la Lune. Le programme Artemis de la NASA vise à instaurer une présence humaine durable dans la prochaine décennie. Tandis que l'Agence spatiale européenne s'intéresse elle aussi à ses ressources. Bref,
voir humains et robots collaborer sur la Lune ne semble plus qu'une question de temps. Mais tout cela est loin d'être simple. L'humanité se heurte à des dilemmes majeurs. Comme au temps de la ruée vers l'or, les règles demeurent floues, presque dignes du Far West. Le traité de l'espace de 1967 interdit à tout État de revendiquer la Lune comme territoire, mais il reste évasif concernant les compagnies privées qui en exploiteraient les ressources. Ainsi, si une entreprise lançait sa fusée et était la première à y extraire du platine, pourrait-elle en revendiquer la propriété? Pour l'instant, la réponse reste incertaine. Les nations débattent activement afin d'éviter que cette nouvelle ruée vers l'or spatial ne dégénère en pugilat lunaire. S'ajoute enfin la question cruciale de la préservation de l'environnement lunaire. Certains cratères, d'une tranquillité absolue, pourraient devenir d'immenses observatoires capables d'examiner l'univers sans interférence radioterrestre. Une exploitation minière proche risquerait toutefois de perturber cet équilibre délicat, soulevant poussière et débris susceptibles d'endommager des instruments scientifiques d'une valeur inestimable. Les chercheurs redoutent aussi que certaines zones, demeurées intactes depuis des milliards d'années, ne soient altérées avant même d'avoir été pleinement explorées. En somme, il s'agit de veiller à ne pas transformer la Lune en chantier industriel avant d'en avoir percé tous les mystères. C'est pourquoi certains spécialistes préconisent que la création de zones protégées sur la Lune, à l'image des parcs nationaux terrestres, où l'exploitation minière et les machines lourdes seraient proscrites. Ainsi, il serait possible de tirer parti des ressources lunaires tout en préservant les sites les plus précieux pour la recherche et la découverte. Mais une question plus vaste demeure. Quel impact tout cela aura-t-il sur nous, simples terriens, incapables d'aller sonder la Lune avec un détecteur de métaux? Les métaux rares qu'elle abrite ne sont pas seulement d'une valeur considérable. Ils pourraient jouer un rôle clé dans les technologies de demain. Les métaux du groupe platine, peut-être présents dans le sol lunaire, servent déjà à la fabrication d'équipements médicaux, de satellites et de certains types de batteries et de piles à combustible. Si la Lune renferme réellement un trésor estimé à plusieurs milliards de dollars, cela pourrait stimuler les industries technologiques et, à terme, en réduire les coûts. Il existe aussi l'hélium-3, un isotope rarissime présent à la surface lunaire. Les chercheurs pensent qu'il pourrait un jour servir à la fusion nucléaire, offrant une source d'énergie propre, puissante et exempte de gaz à effet de serre tout comme de déchets radioactifs durables. Si la fusion devenait réalité, même une infime quantité d'hélium-3 suffirait à alimenter des villes entières. L'un des avantages majeurs de l'exploitation spatiale serait de réduire les activités d'extraction et la pollution sur Terre. Cela préserverait notre environnement et favoriserait des modes de développement plus durables face à la croissance démographique. Mais de telles perspectives entraînent aussi de nouveaux défis. Il y aura inévitablement une rivalité cosmique pour s'approprier ces ressources, car personne ne voudra manquer la prochaine ruée vers la Lune. En définitive, l'exploitation minière lunaire dépasse le cadre scientifique. Elle pourrait transformer nos économies, nos technologies et notre environnement terrestre, pour le meilleur comme pour le pire. Lorsque j'étais enfant, il y a bien longtemps, semble-t-il, nos manuels de science montraient fièrement des bases lunaires sur leur couverture. Si les missions vers la Lune sont devenues si rares, c'est avant tout parce qu'elles manquaient de rentabilité. Après tout, pourquoi investir autant d'efforts pour atteindre un lieu dépourvu de valeur tangible? Mais aujourd'hui, puisque nous croyons que la Lune recèle des ressources, tout pourrait bien changer. J'en viens presque à m'imaginer travailler là-haut, à réparer des robots et cultiver des plantes lunaires. Pourtant, il faut redescendre sur Terre, au sens propre comme au figuré. Personne n'est encore en train d'envisager de fast-food sur la Lune, ni d'y construire des hôtels. Même les experts les plus optimistes estiment qu'il faudra encore plusieurs décennies avant de voir émerger de véritables exploitations minières ou des bases permanentes. Pour l'instant, les missions resteront robotiques, expérimentales et d'un coût vertigineux. Alors, en attendant d'enfiler nos casques de mineurs lunaires, contentons-nous de réfléchir à cette richesse dissimulée sur la face éclairée de la Lune. Et merci de votre attention. Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude.
une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversèrent des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se serait progressivement agrégée pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement, ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable.
idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin, d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes... Les volcans lunaires ne sont pas en sommeil et pourraient entrer en éruption à tout moment. Pendant des années, cette possibilité est restée ignorée. Mais la mission chinoise Chang'e 5 a apporté une révélation stupéfiante. Les échantillons de sol lunaire ramenés sur Terre contiennent un élément totalement inattendu, suggérant que des éruptions volcaniques se seraient produites sur la Lune il y a seulement 123 millions d'années. D'un point de vue géologique, cela équivaut à hier, mais une question majeure se pose. Cette activité représente-t-elle un danger pour nous sur Terre ? Nous savons depuis longtemps que la Lune a été le théâtre d'une intense activité volcanique, comme en témoignent les vastes régions sombres de sa surface, appelées mers lunaires. Ces plaines obscures, qui marquent le visage de la Lune, sont en réalité d'anciennes coulées de lave datant de 3 à 3,8 milliards d'années. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que ces traces marquaient la fin définitive du volcanisme lunaire. Or,
Les échantillons rapportés par Chang'e 5 contenaient de minuscules perles de verre, dont 3 en particulier ont révélé un fait extraordinaire. Elles se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques il y a environ 123 millions d'années. La marge d'incertitude est remarquablement réduite, à seulement 15 millions d'années. Cette découverte revêt une importance capitale en raison de la composition et de la rareté de ces perles. Mesurant entre 20 et 400 microns, soit moins qu'un grain de sable, elles sont d'origine volcanique. Ce détail les distingue de la plupart des autres perles de verre lunaires, qui résultent généralement d'impacts météoritiques. Les chocs météoritiques produisent du verre en faisant fondre la roche lunaire sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extrême, formant ainsi de minuscules billes vitreuses dispersées à la surface. En revanche, les perles volcaniques découvertes dans l'échantillon de Chang'e 5 proviennent de l'éruption de magma depuis les profondeurs de la croûte lunaire, qui s'est solidifiée en verre en atteignant la surface. Grâce à la datation uranium-plomb, qui permet de mesurer la désintégration de l'uranium en plomb au sein des perles, les scientifiques ont pu établir leur âge avec une précision remarquable. Les résultats indiquant que la dernière manifestation volcanique connue sur la Lune s'est produite au cours des 200 derniers millions d'années, ce qui, à l'échelle de son histoire, en fait un événement relativement récent. Cette découverte corrobore également des observations antérieures, portant sur des formations de surface atypiques, appelées Irregular Mare Patches. Ces structures, constituées de monticules lisses, entourées de terrains rocailleux, ont été identifiées pour la première fois en 2014 par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Elles paraissent nettement plus jeunes que les autres reliefs lunaires et pourraient résulter d'éruptions volcaniques survenues il y a moins de 100 millions d'années. Avant l'analyse des perles de verre rapportées par Chang'e 5, ces formations constituaient l'un des indices les plus probants d'un volcanisme récent sur la Lune. Toutefois, faute de confirmation, leur origine demeurait incertaine. Désormais, ces billes viennent étayer de manière indiscutable l'existence d'une activité volcanique passée. Ces découvertes soulèvent de nouvelles interrogations sur les mécanismes internes de la Lune. Comment a-t-elle pu conserver suffisamment de chaleur pour alimenter des éruptions volcaniques ? Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que la Lune s'était refroidie significativement après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, rendant tout volcanisme impossible. En l'absence d'activité tectonique et d'atmosphère, la Lune aurait dû perdre sa chaleur interne depuis longtemps. Pourtant, ces perles de verre suggèrent l'existence de sources de chaleur localisées au sein de son manteau. Les chercheurs estiment que certains éléments radioactifs, tels que le potassium et le thorium, pourraient générer des poches thermiques capables de maintenir une température suffisante pour faire fondre la roche et provoquer des éruptions volcaniques ponctuelles. Ce n'est pas tout. Au-delà de la réécriture de l'histoire lunaire, cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les phénomènes lunaires transitoires. Ces manifestations, décrites par des astronomes amateurs sous forme de lueurs évanescentes ou de brumes fugaces, n'ont encore jamais pu être confirmées par des instruments scientifiques. Certains spécialistes les considèrent simplement comme des illusions dues à l'atmosphère terrestre. Pourtant, si la Lune abrite de petites zones d'activité volcanique ou de dégazage, les phénomènes lunaires transitoires pourraient être réels. Des émissions de gaz souterraines pourraient expliquer ces mystérieuses lueurs et indiquer une activité volcanique résiduelle sur la Lune. Si une activité volcanique persiste sur la Lune, les répercussions pour les missions futures pourraient être considérables. Dans les décennies à venir, les astronautes pourraient exploiter cette chaleur pour produire de l'énergie, transformer la glace en eau, voire tempérer les bases installées sur la surface lunaire, où les températures sont extrêmes. Mais les avancées récentes en géologie planétaire ne se limitent pas à la Lune. Des observations suggèrent que l'activité volcanique pourrait être fréquente parmi les lunes extrasolaires. La détection d'une potentielle exolune volcanique en orbite autour de l'exoplanète WASP-49b, située à environ 635 années-lumière, pourrait remettre en question notre conception des corps volcaniques. Jusqu'à présent, Io, lune de Jupiter, détenait le record d'activité volcanique, mais des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA pensent avoir identifié une nouvelle candidate. Les scientifiques ont repéré cette potentielle exolune en détectant un nuage de sodium autour de l'exoplanète. Or, la présence d'un tel nuage est inhabituelle dans les atmosphères planétaires et pourrait être le signe d'une activité volcanique. Celui observé près de WASP-49b
se distingue par son comportement erratique. Il change de taille, se déplace de façon imprévisible et occupe un volume bien trop important pour s'expliquer uniquement par l'atmosphère de l'exoplanète. Tout porte à croire que cette masse gazeuse proviendrait plutôt d'une exolune volcanique en orbite. Les lunes volcaniques comme Io libèrent de grandes quantités de dioxyde de soufre, de sodium et de potassium, formant d'immenses nuages autour de leur planète hôte. Io, par exemple, émet régulièrement assez de gaz pour créer une enveloppe qui s'étend jusqu'à 1000 fois la taille de Jupiter autour de la dite planète. Si un phénomène similaire se produit à proximité de WASP-49b, cela renforcerait l'hypothèse d'une exolune active. Des observations menées à l'aide du très grand télescope de l'Observatoire européen austral au Chili semblent étayer cette théorie. Le nuage de sodium se trouve à une grande altitude élevée, bien au-dessus de l'atmosphère de l'exoplanète, et adopte un comportement incompatible avec l'orbite de 2,8 jours terrestres de WASP-49b. Ces indices suggèrent fortement qu'il provient d'un corps distinct, probablement une lune volcanique active. Par ailleurs, WASP-49b et son étoile hôte sont essentiellement composés d'hydrogène et d'hélium, rendant la présence d'un tel nuage de sodium encore plus inhabituelle. La quantité de sodium libérée, plus de 100 000 kg par seconde, trahirait la présence d'une source volcanique exceptionnellement puissante. Si l'existence de cette exolune est confirmée, ce serait la toute première découverte d'une exolune volcanique. Dans notre système solaire, Io demeure l'astre de référence pour l'étude des lunes volcaniques. Récemment, la sonde Juno de la NASA a capturé certaines des images les plus rapprochées d'Io depuis la mission Galileo, menée il y a plus de 25 ans. L'activité volcanique intense de cette lune résulte du réchauffement par effet de marée, provoqué par l'attraction gravitationnelle de Jupiter et de satellites voisins comme Europe. Ce jeu de force crée d'énormes frictions internes, libérant la chaleur qui alimente en continu les éruptions volcaniques d'Io. L'une des découvertes récentes les plus marquantes de Juno est l'apparition d'un volcan inconnu au sud de l'équateur d'Io. Ces clichés révèlent une vaste région volcanique complexe, s'étendant sur environ 180 km². Le plus surprenant, aucune trace de ce volcan n'apparaissait sur les images capturées par Galileo en 1997. Cette formation s'est développée à proximité du volcan Kanehekili, déjà répertorié. Selon les chercheurs, l'émergence de cette structure illustre l'évolution dynamique de la surface d'Io. La majorité des volcans concentrent dans sa région équatoriale, où les forces de marée exercent leur influence maximale. Les éruptions les plus violentes dégagent d'épais nuages de gaz soufré et donnent naissance à des coulées de lave. Ces phénomènes recouvrent Io de dépôts multicolores, riches en soufre. Une image prise par Junocam à environ 2500 km révèle Io sous un éclairage saisissant, illuminé par la lumière solaire réfléchie par Jupiter, offrant une vue spectaculaire de son paysage volcanique en perpétuelle mutation. Bien que ces observations fournissent de précieux détails, le volcanisme d'Io conserve de nombreux mystères. Les scientifiques s'interrogent notamment sur l'influence du réchauffement par effet de marée sur la structure interne de la Lune et sur l'éventuelle présence d'un océan de magma souterrain. Ils cherchent également à comprendre les mécanismes qui déclenchent les différents types d'éruptions, panache gazeux ou coulée de lave, et la manière dont les gaz volcaniques modèlent la surface et l'atmosphère ténue d'Io. L'étude des lunes volcaniques d'Io à la potentielle exolune de WASP-49b permet de mieux comprendre l'influence des forces de marée sur l'activité volcanique. Sur les lunes glacées comme Europe, ce phénomène maintient des océans liquides sous la surface, offrant un cadre propice à l'émergence de la vie. Sur Io, en revanche, l'absence d'océan transforme ces forces en un puissant moteur volcanique. Si des exolunes volcaniques existent réellement, comme celle qui pourrait orbiter autour de WASP-49b, leur découverte nous aidera peut-être à recenser d'autres corps volcaniques à travers la galaxie. Le temps peut se distendre ou se contracter en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Si vous grimpez au sommet d'une très haute montagne, le temps s'écoulera un tout petit peu plus vite que si vous vous trouviez dans une vallée.
Ce phénomène est dû à la gravité et à la façon dont elle affecte le temps. Nous le remarquons à peine dans notre vie quotidienne. Mais pour les scientifiques et les agences spatiales qui préparent des missions sur la Lune, ces minuscules différences de temps ont une réelle importance. Nous répondrons à la question « Pourquoi ?», un peu plus tard. À l'heure actuelle, une nouvelle course à l'espace est en cours. De nombreux pays souhaitent établir des bases à long terme sur notre satellite. Avec des êtres humains sur la Lune, il devient crucial de disposer d'un système fiable de mesure du temps. Or, la Lune ne tourne pas à l'heure terrestre. Une journée sur la Lune est légèrement plus rapide qu'une journée sur Terre. La différence est d'environ 56 microsecondes, et elle semble insignifiante. Mais au fil du temps, cette légère différence peut entraîner une accumulation et des problèmes considérables. C'est pourquoi, afin d'assurer le bon déroulement des missions lunaires et d'éviter toute désynchronisation, la NASA et les scientifiques du monde entier relèvent aujourd'hui un défi de taille: créer une toute nouvelle échelle de temps lunaire. La NASA devrait commencer à l'utiliser d'ici 2026. C'est cette même année qu'elle espère renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 50 ans. Mais cette nouvelle échelle de temps n'est pas seulement un fuseau horaire lunaire. Il s'agit en fait d'un système complet qui s'adaptera au temps plus rapide de la Lune et assurera la synchronisation avec les systèmes horaires de la Terre. Ce n'est qu'à cette condition que les missions pourront se dérouler sans encombre. Sur Terre, la mesure du temps est déjà étonnamment compliquée. On pourrait croire que le temps est un concept simple. Mais mesurer l'heure avec précision est en fait une science exacte. Surtout si l'on considère à quel point cela affecte notre vie de tous les jours. Ainsi, pour assurer la coordination du temps à l'échelle mondiale, les scientifiques s'appuient sur ce que l'on appelle le temps universel coordonné, ou UTC. Cette norme temporelle mondiale est basée sur des horloges atomiques ultra précises, que les scientifiques ont installées dans des endroits divers à travers le monde. Les horloges atomiques sont intéressantes parce qu'elles mesurent le temps en se basant sur les vibrations constantes des atomes, ce qui les rend extrêmement stables et précises. Elles permettent aux scientifiques de s'assurer que l'heure UTC est la même pour tout le monde, partout. Ces horloges atomiques tiennent également compte du fait que le temps se déplace légèrement plus lentement à mesure que l'on se rapproche du centre de notre planète. Ainsi, les horloges atomiques placées plus près de la surface de la Terre tournent un peu plus lentement en raison de l'attraction gravitationnelle plus forte. Cet effet, expliqué par la théorie de la relativité d'Einstein, est dû au fait que la gravité affecte le temps. En répartissant les horloges atomiques à différentes altitudes, les scientifiques établissent une moyenne de tous les minuscules décalages temporels causés par la gravité. En outre, pour une mesure précise du temps, les scientifiques ajoutent occasionnellement des secondes intercalaires pour tenir compte des petites variations naturelles de la vitesse de rotation de la Terre. Cela paraît très complexe, mais ce processus de synchronisation permet au monde moderne de fonctionner. Après tout, un horaire bien défini est essentiel pour le commerce mondial, la navigation par GPS et les communications par Internet. Mais sur la Lune, le temps fonctionne différemment. Le champ gravitationnel de notre satellite naturel est plus faible que celui de la Terre. Du coup, les horloges tournent un peu plus vite sur la Lune. Cette différence signifie que, sans correction, ces horloges risquent fort de se décaler lentement des horloges terrestres. Cela peut poser de gros problèmes lorsque les astronautes doivent rester en contact étroit avec la Terre ou naviguer sur la surface lunaire. La solution proposée par la NASA, une échelle de temps lunaire. Les scientifiques ne vont pas ajuster les horloges lunaires pour qu'elles correspondent exactement à celles de la Terre. Ils veulent plutôt établir un système unique qui mesure le temps lunaire avec précision, mais qui est également facile à convertir en heures terrestres. Il s'agit en quelque sorte de créer un tout nouveau cadre de référence pour la Lune. Pour faire fonctionner ce système de temps lunaire, la NASA collabore avec ses homologues internationaux, comme l'Agence spatiale européenne. Ensemble, ils ont mis en place le LunaNet. Ce réseau lunaire sera un peu comme l'Internet de la Lune. Il veillera à ce que toutes les horloges lunaires fonctionnent de concert et s'alignent sur l'heure terrestre. Tout comme les horloges atomiques se coordonnent pour déterminer l'heure UTC sur Terre, les horloges lunaires se coordonneront avec le réseau LunaNet. Les scientifiques ont une bonne expérience de la gestion du temps dans l'espace. Les satellites du système de positionnement global, qui orbitent autour de la Terre à environ 20 000 km d'altitude, sont équipés d'horloges atomiques. Ces horloges tournent plus vite que les horloges à la surface de la Terre, car elles sont très éloignées de l'attraction gravitationnelle terrestre. Mais alors, comment la navigation GPS peut-elle rester précise?
Eh bien, les scientifiques ont trouvé le moyen de ralentir ces horloges pour qu'elles correspondent à l'heure terrestre. Cette expérience avec les horloges GPS est une excellente base pour ce que les scientifiques cherchent à faire sur la Lune. À certains égards, cela pourrait même être plus facile que de gérer le GPS. Les scientifiques peuvent travailler directement avec les horloges lunaires au lieu de devoir constamment les ajuster pour qu'elles correspondent à l'heure terrestre. En mettant en place une heure lunaire précise, les scientifiques espèrent éviter certaines des complications liées à la gestion des satellites GPS. Et maintenant, voici l'aspect le plus passionnant. Pour que la mesure du temps lunaire devienne une réalité, la NASA et ses partenaires veulent installer des horloges à la fois sur la surface lunaire et sur des satellites en orbite autour de la Lune. Certaines seront des horloges atomiques à longue durée de vie, tandis que d'autres seront des oscillateurs à cristaux, qui offrent une stabilité sur de courtes périodes. Ensemble, ces horloges créeront un réseau sur lequel les scientifiques pourront s'appuyer. Mais les horloges atomiques destinées à l'espace ne sont pas bon marché. Elles peuvent coûter plusieurs millions de dollars chacune. Les oscillateurs à cristaux, eux, sont plus abordables. Mais ils ne restent pas précis sur de très longues périodes. Une fois ces horloges installées, elles fonctionneront ensemble grâce au réseau LunaNet, qui sera le cadre de la NASA pour tout ce qui concerne les réseaux de temps et de données basés sur la Lune. Le LunaNet agira comme un Internet pour les opérations lunaires. Différentes agences spatiales y contribueront, comme le font les fournisseurs d'accès à Internet sur Terre. Mais il existe une autre série de défis, liés cette fois à la rotation de la Lune. Tout d'abord, un jour sur la Lune dure beaucoup plus longtemps qu'un jour sur notre planète, car il faut à la Lune environ 28 jours terrestres pour effectuer une rotation complète. De plus, l'équateur de la Lune connaît environ 14 jours de lumière solaire suivis de 14 jours d'obscurité, contrairement au cycle jour-nuit régulier de la Terre. Et au pôle sud de la Lune, où la NASA va établir ses futures missions lunaires, certaines zones restent éclairées, ou dans l'ombre, en permanence. Cela pourrait compliquer la tâche des astronautes, qui veulent garder la notion du temps. La NASA et ses partenaires espèrent impliquer davantage de pays dans ce projet par l'intermédiaire d'organisations internationales telles que l'Union astronomique internationale. L'idée est de faire adopter l'échelle de temps lunaire par le plus grand nombre de nations possible, afin que tous ceux qui explorent la Lune soient sur la même longueur d'onde. Un autre aspect fascinant de ce projet est que la détermination du temps lunaire pourrait être utile lors d'autres missions spatiales ultérieures, comme les voyages vers Mars. L'expérience et les connaissances que nous obtiendrons en établissant une échelle de temps lunaire serviront probablement de modèle pour la gestion du temps sur des planètes encore plus lointaines. C'est l'une des raisons pour lesquelles les scientifiques prennent ce projet très au sérieux. Pour les astronautes vivant sur la Lune, un système de temps cohérent et fiable sera essentiel, non seulement pour la navigation, mais aussi pour tout ce qui concerne les expériences scientifiques et les activités quotidiennes. Le projet de la NASA sur le temps lunaire est véritablement révolutionnaire. Il s'agit d'une première étape, au moment où l'humanité commence à s'aventurer dans l'espace. Si le projet réussit, les futurs astronautes ne disposeront pas seulement du temps terrestre pour les guider. Ils auront aussi ce temps lunaire, et même, un jour, un temps martien. Mesurer le temps avec précision est primordial, tant pour comprendre scientifiquement comment s'écoule le temps. Il se passe quelque chose à l'intérieur de la Lune, quelque chose que personne n'avait réellement envisagé. Ce n'est pas un bouleversement visible de l'extérieur, mais, en profondeur, là où tout semblait figé, les chercheurs ont mis au jour une couche insoupçonnée de ce que l'on pourrait qualifier de gelée lunaire. Vous souvenez-vous de vos leçons sur la croûte, le manteau et le noyau? À l'image de la Terre, la Lune possède aussi des couches, une croûte, un manteau et un noyau. Toutefois, celui de la Lune est bien plus réduit que le nôtre. Le noyau terrestre est gigantesque. Il représente près d'un tiers de la masse totale de notre planète. Celui de la Lune n'en constitue qu'un à 2%, et son diamètre n'atteint qu'environ un cinquième de celui de la Lune elle-même. Il est entouré d'un manteau rocheux et rigide. Mais, entre ces deux couches, se dissimule cette mystérieuse couche gélatineuse, bien plus déterminante qu'on ne l'imaginerait. Cette couche est molle et partiellement en fusion, ondulant et se déformant comme les marées de nos océans. Elle s'élève et retombe, s'étire et se déplace comme si elle possédait une vie propre. Son mouvement n'est pas chaotique, mais subtil et régulier. Nous savions depuis longtemps que la Lune influence nos mers et nos océans en provoquant les marées grâce à sa gravité. Mais il s'avère que nous l'influençons aussi en retour. Cet océan gélatineux réagit à la danse gravitationnelle entre la Terre et le Soleil. De plus, cette couche en fusion pourrait être constituée d'ilménite, un minéral particulièrement fascinant. L'ilménite est riche en titane,
un métal léger et robuste que nous prisons énormément sur Terre. Le titane intervient partout, des pièces d'avion et des engins spatiaux aux appareils médicaux, jusqu'aux objets du quotidien comme les vélos et les ordinateurs portables, grâce à sa résistance remarquable à la chaleur et à la corrosion. Si la Lune possédait une couche riche en ilménite, ce serait extraordinaire. Les astronomes envisagent déjà l'installation de bases lunaires et si nous pouvions disposer sur place d'un matériau pour édifier des structures, des vaisseaux spatiaux ou même fabriquer les outils des astronautes, cela changerait la donne. Autrement, il faudrait acheminer tous ces matériaux depuis la Terre, ce qui coûterait extrêmement cher. C'est notre premier signe concret que la Lune n'est pas simplement un rocher froid et monotone. Elle se révèle au contraire dynamique, presque vivante, animée par des forces en mouvement sous sa surface. La NASA a employé des outils particulièrement avancés pour parvenir à cette découverte. Le Gravity Recovery and Interior Laboratory, ainsi que le Lunar Reconnaissance Orbiter. Ces missions spatiales sont conçues pour étudier la Lune, mais elles ne se contentent pas d'en observer la surface comme un simple télescope. Elles mesurent des phénomènes invisibles à l'œil nu, tels que la gravité lunaire et ses variations au fil du temps. Grail a envoyé 2 petits engins spatiaux autour de la Lune, baptisés Ebb et Flow, un choix fort astucieux. L'objectif était qu'ils volent très près l'un de l'autre, afin de mesurer les infimes différences de gravité au cours de leur trajet, comme s'ils percevaient l'attraction invisible de la Lune à divers endroits. Lorsque la gravité était plus forte, ils se rapprochaient, et lorsqu'elle était plus faible, ils s'écartaient. Ces données permettent aux chercheurs de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Lune, même sans pouvoir s'y rendre physiquement. Et, pour clore la mission, les engins spatiaux ont été délibérément précipités sur la surface lunaire en décembre 2012. Le Lunar Reconnaissance Orbiter diffère légèrement. Il saisit des images extrêmement détaillées de la Lune et recueille de précieuses informations sur sa surface. En réunissant les données de Grail et du LRO, il a été possible d'identifier cette mystérieuse couche gélatineuse. Mais cette découverte bouscule tout ce que nous pensions savoir sur la géologie lunaire. Comment cette couche en fusion est-elle apparue? Depuis quand existe-t-elle? Et, plus fascinant encore, comment a-t-elle pu rester chaude durant des millions d'années? Voilà des questions qui valent véritablement des millions. Le noyau de la Lune produit de la chaleur, tout comme celui de la Terre. Mais il ne suffit pas de dire que la chaleur du noyau la maintient probablement en fusion. D'abord, le noyau lunaire est bien plus petit et bien moins actif que celui de la Terre, ce qui signifie qu'il génère beaucoup moins de chaleur. Ensuite, la Lune est globalement bien plus froide que notre planète, en parlant strictement de température. Avec une surface pouvant descendre jusqu'à 130 degrés, comment cette couche interne pourrait-elle demeurer dans cet état fluide? Cela demeure un mystère. Quoi qu'il en soit, cette substance visqueuse pourrait expliquer bien des phénomènes. Par exemple, les astronomes étudiaient l'origine des séismes lunaires. Ils pensent désormais que ces secousses pourraient être provoquées par cette couche semi-fondue qui se déforme et se déplace sous la surface. Au-delà de la Lune elle-même, cette découverte nous éclaire aussi sur d'autres corps célestes. Si la Lune, que l'on croyait n'être qu'un immense rocher immobile, possède une vie interne aussi dynamique, qu'en est-il des autres planètes, lunes ou astéroïdes? Pourraient-ils eux aussi dissimuler de tels mouvements secrets? Elles nous aident même à mieux comprendre notre propre planète, notamment le fonctionnement des marées et d'autres phénomènes similaires. Les découvertes réalisées sur la Lune sont déjà remarquables. Récemment, d'immenses cavités ont été mises au jour sous sa surface, restées cachées pendant des millions d'années. Depuis plus d'un demi-siècle, les scientifiques soupçonnaient l'existence de tunnels et de grottes souterraines, appelées tubes de lave, car ils se sont formés à partir d'écoulements de lave. Et oui, logique. Il y a des millions d'années, la Lune était particulièrement instable. Elle a connu une activité volcanique notable, entraînant de violentes éruptions. Et lorsqu'un volcan entrait en éruption, la lave s'écoulait à la surface. À mesure que la couche extérieure de la lave se refroidissait et durcissait, elle formait un toit solide de matière sombre. C'est en réalité ce que sont les fameuses taches sombres de la Lune, des restes de lave ancienne. Mais la lave brûlante continue de circuler au centre. Une fois l'éruption achevée et la lave entièrement évacuée, il ne reste qu'un tunnel vide et creux, d'où l'appellation de tube de lave. Sur Terre, on peut en observer à Hawaï ou en Islande, où l'activité volcanique a créé des tunnels souterrains similaires. Le même phénomène s'est produit sur la Lune il y a des milliards d'années, bien que ces tubes soient bien plus impressionnants que les nôtres. En réalité, on pense aujourd'hui que les tubes de lave lunaire comptent parmi les plus vastes et les plus longs de tout le système solaire. L'une de ces cavités a été découverte sous la célèbre mare Tranquillitatis, la même où Apollo 11 s'est posé pour la première fois.
Elle descend à une profondeur de près de 100 mètres. Et tous ces réseaux de grottes sont restés dissimulés juste sous la surface, intacts, pendant des millions d'années. Ce n'est que récemment que leur existence a enfin pu être démontrée. Des scientifiques de l'université de Trente, en Italie, les ont identifiés grâce à une technologie radar spécifique et à des méthodes informatiques avancées. Ces techniques permettent de voir sous la surface au moyen d'ondes radar qui rebondissent et révèlent des indices sur ce qui se cache en dessous. En analysant la manière dont ces ondes étaient réfléchies, les chercheurs ont pu déterminer la forme et la taille de ces grottes dissimulées. L'aspect le plus remarquable est que nous pourrions y installer nos futures bases lunaires. Ces grottes offrent une protection naturelle contre les radiations, les vents violents et les météorites. La NASA a même trouvé des indices montrant que certaines d'entre elles maintiennent une température stable d'environ 17 degrés, ce qui constitue un confort presque inimaginable pour la Lune. Et en plus, il pourrait même y subsister de l'eau. Les humains pourraient donc s'abriter dans ces tunnels et y édifier de véritables colonies. Et je devine votre pensée. Ces grottes pourraient-elles dissimuler d'étranges monstres lunaires? Certes, elles offrent un formidable potentiel d'exploration et la possibilité de découvertes fascinantes. Mais, même si nous y trouvions une petite forme de vie ou quelques organismes microbiens, il y a environ 99% de chances qu'aucun véritable monstre n'existe là-dessous. De telles conditions rendraient son développement pratiquement impossible. Cela ferait toutefois un excellent film d'horreur. Les chercheurs souhaitent d'abord envoyer des robots ou des drones afin d'explorer ces tunnels et vérifier qu'ils soient suffisamment sûrs pour l'homme. Et les États-Unis ne sont pas seuls dans cette entreprise. La Chine étudie elle aussi la possibilité d'exploiter ces grottes lunaires pour y établir de futures bases. Preuve que la course à l'exploration et à l'implantation lunaire. Bientôt, nous pourrions commencer à construire des tas de choses sur la Lune. En effet, la mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, a récemment détecté du soufre près du pôle sud de notre satellite naturel. Cet élément chimique pourra se révéler très utile lorsque nous débuterons nos travaux d'infrastructure sur l'astre de la nuit. C'est la première fois que nous découvrons cet élément chimique très prisé sur la Lune. Sur Terre, on le trouve principalement près des volcans. Son apparition sur la Lune en dit long sur l'histoire volcanique du satellite et sur ses conditions atmosphériques passées. Le rover de la mission a détecté cet élément chimique moins d'une semaine après s'être posé à environ 70 degrés du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. Cet atterrissage historique sur la surface lunaire a fait de l'Inde le 4e pays à réussir l'alunissage d'une mission. C'est également le premier engin spatial à se poser aussi près du pôle sud de notre satellite. Il s'agit d'une importante zone stratégique, car on pense qu'elle abrite des gisements de glace d'eau. Si c'est vrai, les missions futures pourraient être en mesure de recueillir cette glace pour la transformer en eau potable ou même en carburant pour fusées. Pendant 2 semaines, l'atterrisseur a collecté des données, principalement axées sur l'analyse du sol lunaire et de son atmosphère extrêmement ténue. Pendant ce temps, le rover solaire Pragyan a commencé sa quête d'eau gelée sur la Lune. Quant à l'atterrisseur, il a réalisé un nouvel exploit le 3 septembre. L'engin spatial a allumé ses moteurs et s'est élevé d'environ 41 cm dans les airs. Il a ensuite fait un petit saut pour atterrir à une quarantaine de centimètres de sa position initiale. Il s'agit vraiment d'une prouesse. Il est essentiel pour les futures missions de pouvoir relancer un atterrisseur à la surface de la Lune. Cela montre qu'il sera possible de renvoyer sur Terre, et en toute sécurité, des échantillons de sol et des astronautes après une mission lunaire. En septembre, la sonde indienne a été mise en veille. La nuit lunaire de 14 jours approchait, et la sonde n'était pas conçue pour collecter des données scientifiques durant cette période. À ce jour, plusieurs résultats majeurs de la mission nous ont été communiqués. L'un d'entre eux concerne la mesure de la température de la couche supérieure de la Lune à différentes profondeurs. Curieusement, la surface du satellite dans cette région s'est révélée plus chaude que prévu. On pensait que la température pouvait se situer entre 20 et 30 degrés Celsius à la surface. Or, elle avoisinait les 70 degrés. Une vraie surprise. L'autre découverte concerne la présence de plusieurs éléments chimiques, dont l'oxygène. Par ailleurs, les données reçues confirment la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de titane,
de silicium et d'autres éléments chimiques sur la surface lunaire près du pôle sud. Le rover a également utilisé des instruments spéciaux conçus pour mesurer les tremblements et les grondements souterrains afin de déterminer l'activité sismique. Et cela nous ramène au soufre détecté grâce au spectroscope du rover. Les scientifiques cherchent actuellement à savoir si cet élément s'est formé à la surface de manière naturelle ou s'il est le résultat d'une activité volcanique ou d'une collision avec un météore. Une autre trouvaille étonnante sur la Lune. Une pierre. Il s'agit peut-être de la plus ancienne roche terrestre jamais découverte. Cet éclat de 2 cm de large trouvé au milieu d'une grande quantité de roches ramenées sur notre planète par les astronautes de la mission Apollo pourrait s'avérer être un fragment de la Terre vieux de 4 milliards d'années. Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre les chocs violents que la Terre a subis à l'aube de sa vie. Voici ce que les scientifiques supputent. Peu après la formation de cette roche, un impact d'astéroïde l'aurait projeté hors de la Terre. À l'époque, notre satellite était 3 fois plus proche de notre planète qu'il ne l'est aujourd'hui. La collision aurait été si puissante que ce caillou aurait atterri sur la Lune. Plus tard, ce fragment aurait été englouti dans une brèche lunaire, une sorte de roche hétérogène. Finalement, la roche a été ramenée sur Terre par les astronautes d'Apollo 14. Nous avions déjà trouvé des météorites provenant de Mars et de la Lune, mais c'était la première fois qu'une roche provenant de la Lune s'avérait être une météorite terrestre. Les scientifiques ont également découvert que la roche s'était formée dans un environnement riche en eau, à une température et une pression correspondant à celle qui règne à environ 19 km sous la surface de notre planète. En 2019, la mission chinoise Chang'e 4 est entrée dans l'histoire en se posant sur la face cachée de la Lune. Le rover de cette mission a permis aux chercheurs de visualiser les structures enfouies sous la surface du satellite, révélant des milliards d'années d'histoire lunaire. Le rover Yutu-2 a fait cette découverte grâce à son radar à pénétration lunaire. Il a obtenu des images en profondeur et réalisé une échographie des structures cachées sous la surface de la Lune. Il s'est avéré que ces structures se trouvaient à une profondeur de près de 300 mètres. Les recherches suggèrent que les 40 premiers mètres sous la surface sont constitués de couches de poussière, de terre et de roches. Les instruments utilisés ont également découvert un cratère caché qui a dû se former après qu'un objet de grande taille a percuté la surface de la Lune. Il y a très longtemps, de la lave s'écoulait probablement dans ces profondeurs. Selon les chercheurs, les roches brisées autour de cette formation seraient des débris produits par l'impact. Ils ont aussi constaté que plus les couches de roches volcaniques étaient proches de la surface, plus elles étaient minces. Une telle variation dans l'épaisseur des coulées indiquerait une diminution du nombre et de l'ampleur des éruptions au fil du temps. Ainsi, l'activité volcanique aurait progressivement diminué depuis la formation de la Lune, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sur la face cachée de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin pôle sud Aitken. Hélas, depuis la Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagnes. Il s'agit d'une énorme cavité de 13 km de profondeur, qui s'étend sur plus de 2500 km de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont certains que ce cratère est apparu lors de la collision d'un astéroïde avec la Lune, il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant, regardez ce gigantesque morceau de métal. Il fait 4 fois la taille du Connecticut. Quant à son poids, exprimé en livres, il est suffisant de savoir qu'il comporte 18 zéros. Cette masse mystérieuse est cachée à environ 290 km sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin pôle sud Aitken. Elle a été découverte lors de la collecte de données effectuée par la mission GRAIL, ou Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA. En examinant ces informations, les scientifiques ont remarqué qu'à un endroit de la surface de la Lune, il y avait un étrange changement de gravité. Après avoir étudié ce phénomène, ils ont conclu que quelque chose de mystérieux devait peser sur le fond du bassin. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé l'origine de ce bloc étrange. Mais il existe plusieurs théories.
Selon l'une d'entre elles, il s'agirait d'un morceau d'oxyde dense, apparu lorsque la Lune commençait à se former. À cette époque, le satellite était encore recouvert d'océans de magma, et le morceau pourrait s'être formé au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie. Cette masse étrange serait en réalité un morceau de l'astéroïde géant qui a jadis créé le bassin pôle Sud-Aitken. Cette masse étant métallique, il s'agit probablement du noyau de fer et de nickel de l'astéroïde. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont reçu des données topographiques et ont découvert une grotte immense sous la surface de notre satellite. Il pourrait s'agir du résultat d'une activité volcanique intense datant de plus de 3 milliards d'années. Les coulées de lave ont durci, créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. De nombreux petits puits découverts par la NASA à la surface de la Lune semblent être les ouvertures de ces tunnels de lave. Si cette théorie est confirmée, ces tunnels souterrains pourraient non seulement être très pratiques pour les futures missions spatiales habitées, mais aussi constituer des réserves d'eau d'une importance vitale pour les astronautes.